Allocution du général de Gaulle prononcée devant les membres de l'Association de la presse anglo-américaine de Paris, le 9 juillet 1947. Mesdames, Messieurs, comment se fait-il que, depuis 7 ans, en chaque occasion où je me trouve amené à vous rencontrer, le monde soit, précisément, étreint par les plus grands soucis possibles? Il en est ainsi, aujourd'hui. C'est pourquoi, après avoir remercié votre président des aimables paroles qu'il a prononcées à mon égard et exprimé le plaisir que j'éprouve à me trouver au milieu de vous, je ne puis, cette fois encore, vous parler d'un autre sujet que de la grave situation dans laquelle nous sommes placés, et des moyens d'en sortir pour autant, notamment, que ces moyens concernent mon pays, la France. J'ai parlé de lourds soucis. À vous qui en êtes exactement avertis, je n'ai pas à les décrire, qu'il me suffise de les résumer. Nous autres, les hommes, venons de sortir d'une crise terrible, où la liberté des nations et les droits des individus furent menacés de mort violente par l'entreprise de domination d'un grand peuple, courbé lui-même sous la tyrannie, entraîné par une idéologie ambitieuse et totalitaire, et trouvant d'actifs concours chez ceux-là même qui l'attaquaient. Or, à peine avons-nous commencé à dresser sur des monceaux de ruines les plans de notre avenir, que nous voyons paraître à l'horizon une menace nouvelle contre les mêmes droits et les mêmes libertés. Cette menace est d'autant plus cruelle qu'elle se révèle, cette fois, au milieu de ceux que la lutte et la victoire avaient hier associés. Mais cette menace exige qu'on la regarde en face et qu'on agisse pour la détourner. Qu'est aujourd'hui l'Europe? Un continent misérable dont tous ceux des États qui ont pris part à la guerre se trouvent ébranlés jusque dans leurs fondements par les pertes, les destructions, la ruine économique, les secousses sociales, les épreuves morales. Sur les 2/3 de ce champ dévasté se sont étendues l'action et la force russes, c'est-à-dire celle d'un très grand peuple, fort éprouvé lui-même, mais réservoir puissant d'hommes et de ressources, plié à une discipline implacable, officiellement dirigée par une idéologie totalitaire dont c'est le principe même de s'étendre, et qui trouve partout ailleurs des fractions organisées pour la servir exclusivement. Si les choses devaient y rester ce qu'elles sont, cette Europe-là devrait tôt ou tard, fût-ce en vertu de la physique, être absorbée par une hégémonie sous laquelle disparaîtrait son génie et sa lumière. Quant au monde, il n'aurait pour destin qu'une guerre immense et inexpiable. Dès le moment où la coalition qui allait briser Hitler eut été constituée, et où les puissances alliées eurent les moyens de prendre l'offensive, on pouvait prévoir le risque auquel aboutirait la Deuxième Guerre mondiale. De fait, ce risque fut prévu. Tandis que les hommes qui avaient la charge de diriger les grandes nations engagées dans le conflit portaient les armées sur les champs de bataille, ils ne cessaient de penser et d'agir en considération de la suite. Je crois bien même que ce sont les différences de leurs projets et de leurs responsabilités d'avenir, beaucoup plus que les divergences du moment, qui amenèrent entre eux, quelquefois, ces difficultés dont se nourrit, paraît-il, la petite histoire. Quant à celui qui est votre hôte, il n'éprouve aucun embarras à préciser les solutions qu'il a toujours poursuivies et qu'il croit aujourd'hui encore être les meilleures. Il m'a semblé et il me semble qu'il est avant tout nécessaire de refaire la vieille Europe, de la refaire solidaire, notamment quant à sa reconstruction et à sa renaissance économique dont tout le monde dépend. De la refaire avec tous ceux qui, d'une part, voudront et pourront s'y prêter, et d'autre part, demeurent fidèles à cette conception du droit des gens et des individus d'où est sortie et sur laquelle repose notre civilisation. C'est de cette manière, et de cette manière seulement, que pourrait être établie une entité susceptible de contenir sur place
une hégémonie que tout sollicite à s'étendre vers l'Ouest, à proportion du trouble et de la dispersion qu'elle y trouve. C'est de cette manière et de cette manière seulement que pourrait exister, à côté des deux très grandes puissances, l'élément d'équilibre faute duquel la paix serait d'avance perdue. Ce rétablissement d'une Europe, unie par l'esprit de liberté et de réelle démocratie, groupée en vue du progrès économique, social et culturel commun, aussi bien dans ses propres terres que dans celles qui, outre-mer, dépendent d'elle, organisée enfin pour faire respecter les traités qui la régiraient, implique plusieurs conditions. La première est que cette Europe soit assez large et assez prospère, non seulement pour vivre, mais encore pour attirer. C'est dire qu'elle ne doit être fermée à aucun peuple, du moment qu'il adhère franchement à l'idéal et à l'organisation sur lesquelles elle serait bâtie. C'est dire aussi qu'elle devrait constamment appeler à la rejoindre des nations du continent qui s'en écartent par force ou par inclination. C'est dire même que ceux des peuples qui furent vaincus pourront y trouver leur place quand ils auront satisfait aux obligations, réparations et garanties qui doivent leur être imposées. Si, à l'égard des États qui prennent la place de l'ancien Reich allemand, la justice, la prudence et les leçons de l'histoire exigent que soient prises les mesures qui leur interdiront à jamais l'agression, ce n'est pas moi qui voudrais les exclure pour toujours de l'Europe dont ils sont les fils. S'il est inévitable que l'Italie paye aujourd'hui la faute des chefs qui l'ont entraînée dans une funeste aventure, ce n'est pas moi qui concevrai jamais une Europe où ne serait point Rome. Si la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie éprouvent actuellement les cruelles conséquences du malheur qui les fit adhérer à l'Axe, ce n'est pas moi qui recommanderai que l'Europe libre leur ferme ses bras dès lors qu'elles pourront lui demander de les ouvrir. La deuxième condition du rétablissement de l'Europe est qu'elle soit aidée à sortir de sa misère et de sa division par ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire en premier lieu par les Américains. Ce peut être le salut du monde que l'Amérique ait noblement admis qu'elle avait des devoirs envers l'Europe et lucidement reconnu que ces devoirs se confondaient avec ceux qu'elle a envers elle-même. Personne ne s'est trompé sur la très vaste portée de la proposition qu'a faite le général Marshall. Non seulement le gouvernement des États-Unis manifeste sa résolution d'apporter son concours direct à l'Europe dans le domaine de sa reconstruction et de son développement économique, mais encore, il l'invite à se constituer, à cet égard, en un tout et à établir un plan commun à tous les États qui veulent s'unir pour se relever. Il y a là une initiative clairvoyante et dont on peut espérer qu'elle sera féconde, précisément parce qu'elle engage l'Europe à la solidarité. La troisième condition est l'accord réel et sincère de l'Angleterre et de la France. Ces deux vieilles et grandes nations ont pu être longtemps divisées. Lors même qu'elles combattaient les mêmes ennemis ou qu'elles leur imposaient la paix, elles ne se dépouillaient pas de leur ancienne méfiance. Or, par une voix très qualifiée, Londres s'est tout récemment reproché de n'avoir pas, après la Première Guerre mondiale, contribué à donner sa chance à la France. En fait, cette chance, la France l'avait prise en jouant le rôle capital dans la première victoire commune. Mais il est vrai qu'elle fut empêchée d'en faire la chance de l'Europe et que cela a coûté cher. À ce loyal jugement de l'Angleterre, la résistance française avait d'avance répondu par le sien, quand, en 1940, elle condamna l'abandon de l'alliance britannique. Tant il est vrai que, désormais, ce qui fait le malheur de l'un des deux peuples ne fait que le malheur du voisin. Aujourd'hui, l'entente profonde de Paris et de Londres, non point sur des textes vagues et de flexibles intentions, mais sur des bases très précises, notamment et justement dans les domaines où l'on est porté à s'opposer, c'est-à-dire les questions allemandes, le Moyen-Orient, l'attitude de chacun vis-à-vis de l'empire de l'autre, est le fondement indispensable à toute construction européenne réellement valable et efficace. Anglais et Français, nous qui avons à porter ensemble les principaux devoirs de l'Occident,
faisons en sorte que le monde de demain ne soit pas peuplé de nos repentirs, à défaut de nos aveux. La résurrection d'une Europe qui soit libre et qui soit unie comporte enfin comme condition le redressement de la France. Voilà bien une opinion qui, de ma part, ne vous étonnera pas. Cependant, vous penserez qu'elle est fondée sur le bon sens autant que sur le sentiment. Qui donc peut douter, en effet, que si, par malheur, la France en venait un jour à renier la cause des droits de l'homme et de la liberté, si elle se laissait entraîner par excès d'épreuves, de déception, de lassitude, vers le système monstrueux qui prétend rassembler les peuples dans la servitude totalitaire, s'en serait fait de l'Europe libre et de la paix. Inversement, dès lors que la France aurait, comme elle le veut, surmonté ses difficultés politiques, économiques et morales, et, du même coup, repris le chemin de puissance et de rayonnement qui fut le sien depuis 15 siècles, qui peut douter que, sur le continent, la liberté qui chancelle trouverait en elle, une fois de plus, son pôle traditionnel d'attraction et un garant solide et fidèle? Bien entendu, pour que la France soit en mesure de jouer ce grand rôle, il ne suffirait pas que ses intérêts fussent respectés à l'extérieur, ni même qu'une aide, aussi vaste qu'on veuille la supposer, lui fût fournie par ses amis. C'est en elle-même, d'abord, qu'elle doit chercher et trouver la source de son redressement. Croyez bien qu'elle en est convaincue. Vous-même d'ailleurs avez pu voir, et je sais que souvent vous en avez témoigné, qu'elle ne s'est pas croisé les bras depuis que les vaillantes armées de vos pays et les siennes ont chassé l'ennemi de son sol. Dans la situation matérielle, morale et politique où elle se trouvait alors, et qui était la plus mauvaise qu'elle ait connue depuis la guerre de 100 ans, c'est beaucoup qu'elle ait su éviter le pire. Ah, certes, ce n'est point tout. On ne le voit que trop bien. Mais chaque jour qui passe, chaque épreuve qu'elle traverse, chaque erreur même qu'elle laisse commettre, lui font prendre plus nettement conscience des conditions de son salut. Ne doutez pas que sa volonté de vivre et de croître l'emporte en définitive. Si elle était une nation susceptible de renoncer, ce serait fait depuis longtemps. On a bien voulu louer quelquefois, bien qu'après coup, certaines de mes prévisions. Eh bien, je vous prédis que nous ne sommes plus loin du jour où la France voudra mener à bien l'effort immense et prolongé propre à la tirer d'affaire, et se donnera à elle-même l'organisation nouvelle capable de susciter, de diriger, de faire fructifier cet effort. Les années s'écoulent, les événements succèdent aux événements, les épreuves du monde s'ajoutent à ces épreuves. Mais peut-être, depuis l'aurore de l'histoire, n'y eut-il jamais entre les hommes qu'une seule querelle, celle de la liberté. Que ce bien suprême soit toujours le plus menacé, le moraliste peut s'en étonner, à moins qu'il ne pense, tristement comme votre poète, « The men kill the things they love best ». Mais à nous qui sommes libres et qui savons ce que cela vaut, à nous qui, en ce siècle, avons la charge du trésor, il appartient d'en répondre.